Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et moi ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que vous l'avez peut-être pas remarqué de votre côté, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. J'avais tourné beaucoup de vidéos une semaine avant de partir en vacances histoire de tout monter et que vous puissiez avoir des publications pendant que moi je profiterai de mes vacances. Ensuite j'ai fait les vlogs et là ça fait un moment que j'avais pas tourné de vidéo donc ça me fait trop plaisir. On se retrouve cette fois-ci pour parler films et pour parler plateforme de streaming puisque nous allons parler d'une sortie sur Netflix. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage sur YouTube et sur Twitter, donc n'hésitez pas à suivre les onglets communautaires de la chaîne ou à me suivre sur Twitter d'ailleurs pour savoir quel avis vous souhaitiez avoir en premier ce lundi. Et c'est donc le film The Gray Man sur Netflix qui a remporté les suffrages. C'était un peu la grosse sortie de Netflix du mois de juillet qui a d'ailleurs été massivement critiquée avant même qu'elle sorte sur les réseaux. Donc en gros, moi quand j'ai découvert le film, ma question c'était simplement est-ce que c'est si mauvais que ça ? Et la réponse c'est pas vraiment au final. Ne vous inquiétez pas, on va développer tout ça. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, The Gray Man est un film de 2h02, très précisément, qui est donc sorti sur Netflix le 22 juillet 2022, vendredi dernier, et qui est un film de type thriller, action, mafia, tueur à gages, agent secret. Ce genre de film-là, vous voyez, il y en a beaucoup, il y a une grosse masse de films dans ce style-là. C'est un sujet qui plaît beaucoup, c'est un sujet qui est très vendeur également, et c'est un sujet sur lequel Netflix a misé pour sa très grosse production de l'année, puisqu'on parle quand même du film, paraît-il, le plus cher de Netflix jusqu'à maintenant. Alors il y a eu des séries beaucoup plus chères, notamment Stranger Things dernièrement, mais apparemment c'est l'un des films les plus chers produit par Netflix. Faut dire aussi que au niveau des réals, ils ont carrément assuré puisqu'ils ont pris les frères Russo. Alors les frères Russo, Anthony et Joe Russo de leur prénom, c'est pas n'importe qui dans le cinéma puisque c'est un petit peu les réals chouchous du MCU. Ils ont réalisé Civil War, ils ont réalisé Captain America, le Soldat de l'hiver, ils ont réalisé Infinity War, ils ont réalisé Endgame, qui sont des très gros succès de l'univers Marvel du MCU. Ce sont des réalisateurs qui sont reconnus pour être très efficaces dans l'action, mais pour réussir à mettre du fond et mettre de l'émotion dans leurs films. Je pense notamment à Winter Soldier qui est un des meilleurs films du MCU jusqu'à maintenant. Civil War est aussi très bon, même si je sais qu'il n'est pas forcément apprécié de tous. Ce sont des réalisateurs qui sont quand même reconnus, notamment dans l'action, et là ils viennent pour produire un film d'action, un film léché, un film budgété pour Netflix. En plus ils n'ont pas choisi n'importe quel casting. Au casting on a quand même de grosses têtes d'affiche. On a tout d'abord Ryan Gosling. Alors Ryan Gosling c'est le beau gosse du cinéma qui est au final pas si connu que je ne le pensais. Il n'a pas une carrière aussi florissante que ce que moi j'imaginais. Pourtant il a participé à de très grosse production en 2011 et dans le film Drive que j'ai trouvé personnellement très bon. En 2016 il a joué dans le film La La Land qui est une comédie musicale autour du monde d'Hollywood qui est très sympathique même si personnellement n'étant pas très comédie musicale forcément j'ai pas énormément accroché au film. En 2004 il a fait un grand classique du film d'amour extrêmement touchant et extrêmement triste dont je vous avais déjà parlé dans mon top des films sur les histoires d'amour, les plus belles histoires d'amour au cinéma. C'est le film N'oublie jamais. Il est atroce ce film, il me tire les larmes, c'est une horreur. Il a aussi participé au film The Nice Guys que j'avais beaucoup aimé, qui est assez original en plus. Et en 2023, il va revenir pour un film que j'attends énormément, qui est le film Barbie. Alors en fait, je l'attends énormément tout en ayant très peur que ce ne soit pas ce à quoi je m'attends. J'espère une espèce de satire sociale hyper cliché, une sorte de sarcasme visuel autour du personnage de Barbie, mais on verra bien quand ça sortira. Donc Ryan Gosling, c'est quand même une tête d'affiche assez puissante. Il partage l'écran avec Chris Evans. Chris Evans, c'est The Captain America du monde du MCU. D'ailleurs, il a déjà énormément travaillé avec les frères Russo. Chris Evans, il a pas fait que des films pour le MCU. D'ailleurs, il a participé au film Snowpiercer que personnellement j'aime beaucoup plus que la série d'ailleurs. Snowpiercer, c'est une ambiance un petit peu post-apo. En 2019, il a déjà participé à un film Netflix puisqu'il était dans Operation Brother, qui est pas un film qui a connu un certain succès d'ailleurs, c'est un petit film d'action. Et plus récemment, c'est lui qui a été choisi pour être la voix et on va dire l'incarnation archétypale de Buzz l'éclair dans le dernier film de Pixar dont je vous ai déjà parlé. Avec la fin de son personnage dans le MCU, donc la fin de Captain America, Chris Evans est en train d'essayer de mettre de nouvelles cordes à son arc, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, et il revient dans cette grosse production Netflix avec Ryan Gosling et également avec Ana de Armas qui a un certain succès sur la toile. Alors personnellement, c'est pas une actrice que j'avais particulièrement marquée, mais au fil des lives que j'ai fait avec d'autres confrères youtubeurs, j'ai découvert qu'elle avait vraiment un très grand succès. C'est une actrice qui est en plein boom, elle a joué dans Mourir peut attendre, donc le dernier 007, et en fin d'année elle va revenir sur Netflix dans
dans un film qui va s'intituler Blonde, qui va raconter la vie de Marilyn Monroe, que j'ai d'ailleurs très très hâte de découvrir parce que c'est un personnage que je trouve historiquement très intéressant, Marilyn Monroe. Bref, c'est une actrice qui est en plein boom. Et pour terminer un petit peu ce casting quand même assez 4 étoiles, il faut le dire, on a également René Jean Page, qui est un pur produit de Netflix, puisque c'est le héros de la saga Bridgerton qui a eu énormément de succès. Moi personnellement, je le trouve déjà très séduisant, et je trouve que dans Bridgerton, il a une certaine subtilité dans son jeu, avec une retenue et une certaine ironie, un petit peu sarcastique si vous voulez dans son attitude, que je trouvais assez intéressante, donc j'avais hâte de le découvrir dans d'autres productions. D'ailleurs en 2023, il fera partie des héros du film Donjons et Dragons, pour lequel je suis très mitigée, la bande-annonce a été dévoilée récemment et je suis très mitigée. Avec des réals qui sont reconnus dans le milieu du cinéma, un très très gros budget fourni par la plateforme Netflix et en plus un public qui est quasiment assuré lorsqu'on sort une production sur la plateforme et un casting aussi prestigieux, le film avait tout pour plaire et avait aussi également tout pour être décrié. Des très grosses productions avec un très gros budget, des grosses têtes d'affiche, c'est le genre de choses qui en général vont mettre mal à l'aise les gens, où on a l'impression qu'on mise plus sur la com du film que sur le film en lui-même. Mais au final, qu'est-ce qu'il nous raconte ce film? Tout d'abord, il faut savoir que ce film est une adaptation d'un roman du même nom, The Gray Man, qui a été écrit par Mark Greaney et qui est actuellement en 5 tomes, le premier tome étant sorti en 2009. On est sur une histoire de mafieux, on est sur une histoire de tueur à gages, on est sur une histoire d'espion. On va suivre un agent de la CIA, The Gray Man, qui est incarné par Ryan Gosling, qui va être engagé pour une petite mission de tueur à gages par une entreprise extérieure à la CIA, mais il va malgré lui se retrouver mêlé à des histoires, on va dire, de trafic, d'influence, de mafieux, d'argent et de secrets, qui font qu'il va devoir mettre sa vie en jeu pour protéger les gens auxquels il tient, mais également pour essayer de faire éclater au grand jour le scandale qui essaye de couvrir cette espèce d'entreprise mafieuse. En soi, on est sur un scénario classique, vraiment on est sur le basique de chez basique, l'agent de la CIA, quelqu'un qui peut supporter toute la douleur, etc., toutes les épreuves, qui est un as des as dans son milieu, c'est quelque chose qu'on voit énormément, mais c'est aussi quelque chose qu'on sait être très efficace au cinéma et très divertissant, surtout qu'on a une direction artistique qui fonctionne plutôt bien, puisque les frères Russo font un très bon travail sur ce film. Franchement, l'image est belle, alors il y a une luminosité qui me fait énormément penser à Stranger Things, puisqu'elle est, comme l'affiche le montre d'ailleurs, elle est très basée sur le bleu et le rouge, c'est-à-dire qu'on est sur des sombres avec des luminosités bleues et rouges qui donnent une ambiance un petit peu néon, sombre, mais où on voit quand même l'action se dessiner. Maintenant, ça donne quand même de très beaux plans à l'image, c'est assez dynamique, les moments d'action sont très fluides. Il y a quelques très jolies scènes, je pense notamment à la scène du fumigène dans l'avion. Il y a aussi des techniques qui sont intéressantes, ils utilisent l'accéléré, qui est pas si présent que ça dans les films et que personnellement j'aime bien, surtout dans un film d'action, ça permet de dynamiser une scène qui est un petit peu plus molle. Ils utilisent des plans au drone très proches qui m'ont fait un petit peu penser évidemment à Ambulance de Michael Bay, puisque Michael Bay c'est Monsieur Technique. Des plans au drone qui frôlent très proches les acteurs que j'ai trouvé très sympa. Donc en soi, il y a de la technique, et il y a de la maîtrise sur l'image et la façon dont le film est rendu à l'image, et franchement c'est pas du tout désagréable à regarder, visuellement c'est plutôt intéressant, même si ça peut avoir, faut le dire, un côté lisse et un petit peu cliché si on peut dire, un petit peu spécimen de ce genre de film en fait. Si vous voulez, on a vraiment les décors classiques d'un film d'espionnage mafieux, c'est-à-dire qu'on va voir le marché chinois, il y a toujours un marché chinois, je ne sais pas pourquoi, il se passe toujours des scènes dans les marchés chinois, donc on va voir le marché chinois, l'avion cargo, très grand classique l'avion cargo. D'ailleurs la scène de l'avion cargo, franchement elle est pire que la scène d'Uncharted et je pensais pas que ce soit possible, mais en termes de réalisme, c'est pire que Uncharted. Sachez-le, la scène avion cargo, on va dire, elle est pire que Uncharted et franchement, faut le faire. Donc pour le coup, là, gros point noir les gars, ça ne se tient pas. On a évidemment la scène glauque en sous-sol, on a évidemment le penthouse londonien. Alors il peut être new-yorkais également, mais londonien, ça fonctionne très bien, avec évidemment la vue sur la city, hein, sinon c'est pas drôle. On a la magnifique demeure de grands richous, un petit peu machiavélique. Et on a également, c'est un très grand classique maintenant, les destinations, donc les lieux où on est pour qu'on se retrouve, pour montrer le côté hyper international du film. Ils te mettent, alors soit ils le mettent en tapé type aéroport en bas là, vous voyez, soit ils te le mettent en plein milieu. Dublin, New York, Thaïlande, parce que des fois ils mettent le pays parce qu'ils savent pas trop où ils sont. Donc ça, il faut reconnaître que c'est super cliché, mais d'un autre côté, c'est un petit peu le cahier des charges du film d'espionnage, du film de mafieux, du film de tueur à gages maintenant, donc c'est pas choquant, c'est juste du déjà vu. Au niveau de la bande-son, on n'essaye pas de faire beaucoup plus original d'ailleurs, puisqu'on est très classique. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté sérieux espionnage avec des petites sonorités à la James Bond qui ont pas fait mal à mes oreilles et que j'ai plutôt apprécié pour le coup. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a juste quelques petits moments avec des ta-da qui font très James Bond, vous voyez. Mais bon, on est sur la bande-son très classique, un petit peu noire, un petit peu suspense. Et à côté, on va avoir la bande-son très décalée, là aussi hyper classique, soit pour casser les scènes de violence, donc généralement quand le méchant s'adonne à ses petits
plaisirs de sadique vicieux et ces petits plaisirs de torture. On va mettre une musique décalée, histoire de casser un petit peu la violence de la situation, la violence gratuite, histoire de pas trop mettre mal à l'aise le spectateur en fait. Et même on va avoir les petits moments avec les musiques un petit peu décalées sur les flashbacks, etc. Là encore, rien de transcendant, mais rien de choquant non plus, ça fonctionne, c'est juste que ça fonctionne déjà depuis plusieurs années. Donc en soi, il n'y a aucune prise de risque au niveau visuel, et il n'y a aucune prise de risque au niveau de la bande son, de même qu'il n'y a aucune prise de risque pour le scénario. On est juste sur quelque chose de très classique. Au niveau de l'acting, c'est intéressant de creuser un petit peu de ce côté-là, puisque je pense que tous les acteurs qui ont été choisis sont tous en quête d'image ou de renouvellement d'image. Ryan Gosling, il est un petit peu coincé dans son côté un petit peu froid, il a un jeu qui est peu nuancé, on va dire. Il joue toujours un petit peu le mec distant, le mec froid, le mec qui a pas trop d'émotions. Et bon, il sort pas trop de cet archétype-là dans le film, donc bon. Mais au moins, il rajoute un film d'action brutasse à, on va dire, sa filmographie pour le moment. Roger Jean Page. Vraiment très compliqué à prononcer avec beaucoup de je. Lui, il a plutôt une quête d'image d'homme d'action. Andrew Bridgerton, il est plutôt dans l'émotion, il est plutôt, comme je l'ai dit, dans l'ironie, dans le sarcasme, etc. Et puis c'est une comédie romantique, et puis c'est une série. On voit vraiment qu'il essaye de casser son image et lui aussi de montrer plus de panel dans son jeu. Il faut savoir quand même qu'il avait été pressenti pour le casting du nouveau 007, il avait été rapidement écarté puisque sa carrière n'est pas encore très étoffée, mais c'est vrai qu'au niveau de ce qu'il incarne, le côté un petit peu gentleman qu'il peut incarner pourrait correspondre à l'image de 007, mais il avait été rapidement écarté du fait en fait de la faiblesse pour le moment de sa carrière. Donc on peut comprendre aussi qu'il participe à ce genre de très gros projet Netflix. Netflix de toute façon c'est là où il a été découvert, donc forcément il fait partie un petit peu du cheptel d'acteurs Netflix. Ana de Armas c'est un petit peu la même problématique, même si elle a déjà une grosse fanbase, elle est qu'au début de sa carrière, donc faut qu'elle rajoute des gros projets on va dire à son book d'actrice. Je sais pas si ça se dit, je sais pas s'ils ont un book les acteurs, mais vous voyez il faut vraiment qu'elle rajoute, même si honnêtement dans le film là je l'ai trouvé assez fade et pas particulièrement développé, mais c'est le cas pour tous les personnages. On sent vraiment que les personnages ont pas une grande profondeur de développement au niveau du scénario et du coup ça limite vachement les possibilités des acteurs. Enfin pour moi tous ces acteurs sont de bons acteurs, que ce soit Ryan Gosling, que ce soit Ana de Armas, ce sont tous de bons acteurs. Et Chris Evans, j'y viens, pour moi Chris Evans il mérite vraiment qu'on lui donne plus de rôles différents. Il s'est retrouvé un petit peu coincé dans son image de beau gosse bodybuildé dans Captain America, mais je pense qu'il en a beaucoup sous la pédale si vous voulez, qu'il a encore beaucoup de choses à donner à l'écran. Je pense qu'on pourrait le voir dans des films un petit peu plus dramatiques. Et là, le fait qu'il incarne un méchant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais on sent rapidement que son personnage, il a juste été écrit comme un espèce de méchant avec des vieux Roland un petit peu nazi Seconde Guerre mondiale, entre les petites blagues, le sadisme et les haussements de sourcils avec des petites moustaches, vous voyez, tu sens qu'il a pas été tant développé que ça le personnage. Le méchant. Et que ça manque de corps en fait. Et les acteurs ont beau être là, ont beau être présents, je pense que c'est au niveau de l'écriture derrière que ça manque de corps et que ça manque de profondeur et ça leur permet pas de développer tout leur potentiel. Et je trouve ça un peu malheureux, en particulier pour Chris Evans qui a vraiment besoin de sortir de son image de Captain America, a vraiment besoin on va dire de se renouveler et j'aimerais qu'on lui en donne une réelle possibilité parce que je pense que c'est un très bon acteur et qu'il n'a pas encore pu montrer toutes ses capacités et toute sa diversité de jeu. Donc là c'était intéressant qu'il soit dans un rôle de méchant et je comprends pourquoi il a choisi ce rôle, mais malheureusement le rôle est pas assez profond. Maintenant il m'a quand même fait beaucoup rire, j'ai trouvé que esthétiquement son personnage était intéressant, assez drôle. Puis alors la petite scène où il dit je peux tuer n'importe qui avec un petit clin d'œil, moi c'est exactement le Captain America que j'aurais aimé avoir dans le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire un Captain America dark et violent. Bon, il y a quelqu'un de très droit et de très juste dans le MCU et il faut des personnages pour tous les goûts, mais moi je préfère ce genre de perso là et c'est ça que j'aurais aimé voir, donc j'étais assez contente de ce côté là, mais il faut reconnaître que les personnages sont pas super profonds, pas super développés. Mais du coup, est-ce que le film est vraiment si mauvais que ça? Est-ce que tout ce que je viens de vous dire, le fait que ce soit cliché, le fait que ça ne renouvelle pas le genre, le fait que y ait pas une grande profondeur scénaristique ou une grande profondeur au niveau des personnages, est-ce que ça en fait un film mauvais, atroce, absolument nullitique? Est-ce que Netflix est en train de tuer le cinéma? Parce que c'est ce que j'ai vu concernant le film, que ce soit avant sa sortie, autour des élucubrations qui ont été faites autour de la bande-annonce, ou que ce soit après sa sortie, là, depuis à peu près 2 jours, où les gens s'acharnent sur ce film. Moi, le film, je l'ai pas trouvé si mauvais. C'est un bon divertissement, il est efficace, il est visuellement beau. Je trouve que oui, il renouvelle pas visuellement, il apporte rien de nouveau, mais c'est beau, c'est bien exécuté. Au niveau du scénario, je suis d'accord, ça pêche. Le scénario est un petit peu capillotracté, tiré par les cheveux. Il y a un abus très net du flashback qui dure 16 plombes alors que c'est pas particulièrement ce qui nous intéresse dans l'histoire. Et les personnages sont pas assez développés pour qu'on s'attache réellement à l'action. Mais les acteurs font le taf, même s'ils vont pas plus loin, ils font le taf. Visuellement, les réals, ils ont fait le taf. La direction
direction artistique, elle est belle, les musiques sont certes clichés et habituelles, mais ça fonctionne. Moi, je me suis pas ennuyée devant le film, j'ai pas passé un moment atroce, j'ai pas regardé le plafond, j'ai pas regardé ma montre, comme je l'ai fait dans de nombreux films que je suis allée voir au cinéma ces derniers temps, où Attention, ces films ont d'autres qualités, mais niveau divertissement, je suis désolée, The Gray Man est beaucoup plus efficace. je me suis vraiment ennuyée. Là, ça n'a pas été le cas. C'est un bon divertissement. Alors oui, ça ne renouvelle pas le genre, mais c'est quand même un bon divertissement. C'est sympatoche. Voilà, c'est sympatoche. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas le film de l'année. C'est pas le meilleur film qui est sorti. C'est pas le film qui va faire croire à tout le monde que Netflix est une plateforme pour les grands réalisateurs. Mais c'est pas le but du film. Pour ça, on va avoir des films comme The Power of Dog, par exemple, sur Netflix. Là, c'est pas le but du film. Le but, c'est de fournir un divertissement d'action efficace. L'action est efficace et le divertissement est présent. Au bout d'un moment, il faut pas demander au film plus que ce qu'il nous offre. Alors effectivement, par rapport à un film comme Red Notice, qui était également sorti sur la plateforme l'année dernière, ce film-là se prend beaucoup plus au sérieux. Donc on peut essayer de l'analyser et de le percevoir par rapport à l'image qu'il envoie, mais ça veut pas dire pour autant que ça va être le film de l'année et le film le plus créatif de l'humanité. Faire quelque chose d'ultra créatif et d'ultra différent, c'était pas l'objectif non plus. Le but, c'était de faire un bon blockbuster de l'été. Et personnellement, j'ai passé un bon moment. Je dirais pas que c'est un bon blockbuster, mais il est sympatoche. Je me répète, mais c'est le terme pour moi. J'ai passé un moment sympathique. Alors je pense que par rapport à son ambition de base, il a peut-être fait un petit flop, mais il fonctionne quand même sur le public, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve dans le top 10 Netflix. Le top 10 Netflix veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a tellement de diversité de propositions sur la plateforme, que forcément, dedans, il y en aura un peu pour tous les goûts. Mais je pense que c'est le genre de film sur la plateforme qui est plutôt rassembleur et qui correspondra à une très large gamme de public. Et ça, c'est plutôt fonctionnel. Maintenant, si je dois pointer vraiment un problème du film, ça va être l'aspect concurrentiel. Le film s'est inscrit dans un domaine, le domaine mafieux tueur à gages, qui est ultra concurrentiel et ultra saturé et dans lequel il est très difficile de proposer quelque chose de différent. Je veux dire, quel que soit le domaine auquel vous pensez dans le monde des, on va dire, tueurs à gages, mafieux, espions, ça a déjà été fait, ça a déjà été bien fait, il y a déjà une proposition, une saga qui est en cours là-dessus. D'un côté, on va avoir les grands classiques, on va avoir Jason Bourne, on va avoir évidemment James Bond 007, on va avoir, vous voyez, cette espèce de grosse dominante, dans laquelle fait partie d'ailleurs maintenant John Wick, qui est un petit peu la saga phare, genre-là, et de cette sorte-là de film actuellement, qui est en plein boom, qui rencontre un énorme succès, mérité d'ailleurs. Moi, personnellement, comme c'est pas un sujet de film qui me touche particulièrement, je regarde sans plus et je suis pas fanatique si vous voulez, mais il faut reconnaître que la saga John Wick réussit très très bien dans ce filon-là, donc essayer d'aller concurrencer quelque chose comme John Wick actuellement, je pense que pour le coup, ils auraient dû sentir que ça n'allait pas. Il y a déjà la dimension humoristique qui est également largement prise, avec des trucs un petit peu moins ambitieux comme Red, avec des trucs français notamment, qui jouent sur cette thématique-là, mais sur des thèmes beaucoup plus humoristiques et beaucoup plus légers. On va avoir le traitement du filon espion mafieux avec le côté un peu plus historique. On va retrouver Kingsman, plus récemment des films comme Le Pont des Espions ou Un Espion Ordinaire où on s'inscrit plutôt dans l'histoire, on va dire, même si Kingsman, il y a une partie qui est actuelle. Mais ils ont vraiment leur propre style dans Kingsman. Vaguement humoristique, so british. Ils ont réussi à trouver leur concept. Je pense que pour réussir à s'inscrire dans ce monde ultra concurrentiel des espions, des mafieux et des tueurs à gages, il faut trouver ton concept. Il y a des films qui ont complètement échoué. Red Sparrow, ils ont échoué dans ce domaine. Atomic Blonde également, ce sont des films qui étaient pourtant sympathiques, sympatoches, comme celui dont je vous parle, mais qui avaient pas assez de concept, pas assez de structure interne, pas assez d'originalité ou de différence pour réussir à s'inscrire durablement dans ce monde ultra concurrentiel du tueur à gages mafieux espion. Et je pense, et je suis inquiète de ce côté-là, je pense que c'est aussi ce qui va arriver au film Bullet Train qui va sortir le mois prochain. Bullet Train, c'est aussi un blockbuster de l'été, c'est aussi, alors, c'est plus dans un côté humoristique décalé, mais on va s'inscrire dans tueur à gages espion style, si vous voulez, en plus ça se passe que dans un train pour le coup. Ce film-là qui arrive va devoir faire face aux mêmes difficultés et aux mêmes défis que ce film The Gray Man, c'est-à-dire réussir à trouver quelque chose qui n'a pas encore été fait pour s'inscrire dans ce milieu ultra concurrentiel, sinon il risque d'être complètement oublié, comme certains films dont je vous ai parlé. Donc en soi, non, le film n'est pas atrocement mauvais, on a eu bien pire. Il suffit de parler de Infinite, il suffit de parler du film Black Widow, qui appartient au Marvel Cinematic Universe, et qui a pour moi été un échec cuisant. Pourtant, pour le coup, on parlait d'une super-héroïne très connue, qui était très vendeuse, on parlait agent secret, mafia, organisation un petit peu secrète, un petit peu confuse, guerre froide, machin bidule, donc en soi ça partait super bien. Le film a été ultra oubliable, et le film était une énorme déception, en tout cas dans mon cas. Pour moi, c'est bien
pire, entre guillemets, que ce film-là, pour lequel, certes, j'avais pas énormément d'attentes, mais du coup, devant lequel j'ai passé un bon moment sans me dire du début à la fin « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» J'étais pas désespérée, c'était distrayant, c'était sympa, j'étais pas en train de me dire « Oh mon dieu, je regarde un chef-d'œuvre !» Mais j'étais pas en train de me dire non plus « Mon dieu, c'est atroce !» Faut se détendre, oui, c'est un film à gros budget, oui, c'est un film à gros casting, mais c'est un film sympa. C'est sympa. Détendez-vous, c'est l'été, il fait beau. Adam à travers le temps. Adam à travers le temps, c'était pas bon. Pour le coup, c'était ambitieux, gros casting, gros budget, pas bon. Mais voilà, par rapport à Adam à travers le temps, c'est mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur The Gray Man sur Netflix. Je pense que mon avis serait un peu à contre-courant de la majorité des gens, mais vraiment, j'ai pas du tout compris la haine qu'il y avait contre ce film. J'ai pas compris la haine qu'il y avait contre ce film avant même qu'il ne sorte, et j'ai pas compris en quoi ça a persisté après qu'il soit sorti, alors que personnellement, je passais un moment sympatoche. Je me répète, mais c'est sympatoche. Voilà, c'est pas sympa, c'est pas excellent, c'est juste sympatoche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pas aimé, et est-ce que vous le trouvez vraiment si atroce que ça, parce que je m'attendais vraiment à un truc terrible. Alors c'est peut-être pour ça, hein. Je m'attendais à un truc terrible, et du coup comme je m'attendais à un truc terrible, j'ai passé un plutôt bon moment. Donc c'était peut-être aussi une question d'attente et de degré d'attente, on va dire, mais personnellement c'était une expérience plutôt sympathique. Par contre du coup je suis un peu inquiète pour mon visionnage de Bullet Train, je vous ferai une vidéo dessus, il sort dans une semaine et demie à peu près, donc j'ai hâte qu'on en parle, mais les commentaires qui étaient faits avant sa sortie sur The Gray Man sont à peu près les mêmes commentaires qui sont faits sur Bullet Train actuellement, donc à voir, je suis dans l'expectative, dirons-nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous savez ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, vous connaissez la chanson, vous savez à quoi ça sert, être prévenu des sorties de posts, etc. etc. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, et on se dit à très vite. Quel moment les flics ils croisent des mecs avec des cagoules crânes et ils se disent ouais, réglo. Ouais, totalement. Bon, oui, c'est pas réaliste, le scénario n'est pas réaliste, mais bon, c'est pas le but, enfin, je veux dire, c'est pas réaliste ce genre de scénario. C'est un bon moment, moi.